Chapitre 5. La rentrée. 19 août, 18 décembre 1998. Harry n'eut pas le temps de s'ennuyer durant ces dernières semaines de vacances. Il devait répondre aux demandes envoyées par tous les journalistes du monde sorcier qui semblaient partir du principe qu'il était sorti de sa réserve suite à l'émission de Lee. Il devait aussi écrire régulièrement à Ginny. Il avait eu tout le mois d'août pour regretter l'instant de faiblesse où il s'était laissé arracher la promesse d'envoyer 2 missives par semaine. Il avait été bien naïf quand il avait cru que le don du hibou avait été désintéressé. Enfin, il réservait une partie de ses après-midi au petit Teddy. Quelques jours avant la rentrée, il se rendit sur le chemin de traverse pour se procurer ses livres de classe. Il dut racheter toutes sortes de fournitures scolaires, n'ayant aucune envie de retourner à Private Drive pour récupérer ses plumes, ses parchemins et son chaudron. Il regretta presque de ne l'avoir pas fait quand il réalisa l'émoi que le fait de vendre de l'encre et du papier aux survivants suscitait chez les commerçants. De son côté, Ron était aux prises avec une Hermione devenue survoltée à l'approche de ses aspics. Il allait tous les jours dîner chez les Granger. Harry se demanda si c'était vraiment pour encourager son ami dans la dernière ligne droite, comme il le prétendait devant sa mère, ou pour se changer les idées après une journée à soutenir le moral de son frère dépressif. Quoi qu'il en soit, il lui arriva plusieurs fois de ne rentrer qu'à l'aube. Le 1er septembre, à 11h moins 5, Harry, accompagné de Mrs. Weasley, débarqua sur le quai de King's Cross. Il eut à peine le temps de se laisser étreindre par Molly avant de sauter dans le train en marche. Il n'eut aucun mal à trouver un compartiment vide. Le Poudlard Express ne transportait pratiquement que des premières années, les autres élèves ayant réintégré Poudlard un mois plus tôt. Il prit donc ses aises et se prépara à plusieurs heures de solitude. Mais au bout de 10 minutes, Dean le rejoignit. « Tu as vu ? On a le train pour nous !» s'exclama le Gryffondor. « On ne doit pas être plus de 50. Ron n'est pas avec toi ?»« Il ne vient pas cette année, » expliqua Harry. « Il a repris le magasin de farce et attrape des jumeaux avec George. »« Dis, » demanda-t-il frappé par une idée soudaine, « pourquoi n'es-tu pas allé à l'école de Mr. Brooklehurst l'année dernière ?»« Quand ils m'ont envoyé un message, j'étais déjà parti depuis longtemps de la maison, » répondit Dean. J'avais reçu une convocation du ministère peu après avoir appris que je n'étais plus le bienvenu à Poudlard. J'ai compris qu'il y avait une embrouille et j'ai pris le large, sans attendre qu'ils viennent me chercher. Ils passèrent leur voyage à parler des événements de l'année précédente. Dean, qui avait gardé des contacts avec Luna, apprit à Harry qu'elle était à Poudlard depuis un mois et qu'elle aimait beaucoup Mr. Brooklehurst. Quand ils arrivèrent enfin, ils descendirent du train et longèrent le quai jusqu'aux carrioles, suivis par le regard intéressé des autres élèves, qui se poussaient du coude en repérant Harry. Dean frissonna en passant devant les sombrales. « Je sais qu'ils nous ont aidés, » confia-t-il à Harry, « mais je les trouve vraiment affreux. » Ils abandonnèrent leur calèche devant le large perron de l'école. Alors qu'ils traversaient le hall d'entrée, Harry se sentit attiré sur le côté par une poignée vigoureuse. Son premier mouvement fut de résister et de sortir sa baguette, mais il reconnut son agresseur et se laissa faire. L'instant d'après, il embrassait fébrilement Ginny derrière un pilier. Trop tôt à son goût, elle s'arracha à son étreinte. « Je passe en 7e année !» lui annonça-t-elle triomphalement. « Bravo !» la félicita-t-il. « J'étais sûre que tu y arriverais. » « Luna et tous mes autres amis de classe aussi, » lui apprit-elle. Harry réalisa alors que, si Ginny avait tenu à passer ses examens, ce n'était pas seulement pour être avec lui, mais également pour ne pas prendre de retard par rapport à sa promotion. « Je suis très inquiet à propos d'Hermione, » lui confia-t-il d'un air grave. « Qu'y a-t-il » s'alarma-t-elle. « J'ai peur qu'elle n'ait raté tous ses aspics, » dit Harry d'un ton dramatique. « C'est malin, » rit Ginny. « McGonagall a dit qu'elle a eu les meilleurs résultats depuis 1 siècle et demi. Selon Hermione, cela veut dire que Dumbledore a fait mieux qu'elle, mais pas Voldemort. Allez,
Viens vite la féliciter. Comme ils pénétraient dans la grande salle, Hermione se jeta sur eux, un parchemin à la main. J'ai eu un O dans mes 7 matières, exulta-t-elle. Tu te rends compte? 7 O! Je n'aurais jamais cru cela de toi, feignit de s'étonner Harry. Tu n'aurais pas avalé un chaudron de Félix Félicis par hasard? Idiot, lui répondit Hermione en riant. Harry, intervint Neville. Comment ça va? Très bien, alors, tes aspis. J'ai obtenu les 3 que j'ai présentés avec un O en botanique. Bravo, sourit Harry. Simus et Parvati avaient également bien réussi. Lavande, par contre, n'avait eu que 2 matières. Tu vas retenter ta chance l'année prochaine? Lui demanda Hermione. Non, j'en ai assez des études, répondit-elle. Si vous voulez bien vous asseoir, les pria une voix grave. Harry regarda en direction des professeurs et y découvrit Mr. Brocklehurst. C'était un homme de large stature, très brun et portant des favoris. Les élèves se dirigèrent vers leur table, non sans que Luna ne fasse un détour pour embrasser Harry. Ce sera une soirée assez inédite, expliqua le directeur, car c'est à la fois un repas d'accueil et un banquet d'adieu pour ceux qui viennent de réussir leurs aspics. La répartition sera également un peu plus longue que d'habitude, car les élèves qui étaient en première année dans mon école à la rentrée précédente seront répartis aujourd'hui. J'ose espérer que les amitiés qui ont pu fleurir perdureront malgré les différentes attributions. Une quinzaine d'enfants se levèrent et se placèrent devant l'estrade des professeurs. La porte de la petite salle attenante s'ouvrit et la professeure McGonagall fit son entrée, portant le chapeau et suivie d'une quarantaine de première année. Une fois posé sur son tabouret, le couvre-chef magique commença sa chanson. Après les troubles et les pleurs reviennent la paix et l'amitié, fini le temps des maisons séparées, le temps du pardon est venu. Bienvenue aux Serpentards sans peur, aux Gryffondors aux ambitions avouées, aux Serres d'Aigle ayant loyauté montrée, aux Poufsouffles aimant les études ardues. Après les troubles et les pleurs, le temps du pardon est venu. Le Choixpeau a pris du whisky pur feu? Demanda Ginny. Il a tout mélangé. Je pense que c'est intentionnel, analysa Hermione. Il veut indiquer qu'on n'est pas limité au caractère qui est supposé définir notre maison. La professeure de métamorphose entreprit de commencer l'appel des élèves, coupant court à leur discussion. Le cœur de Harry se serra en se remémorant la sinistre énumération du mois de mai précédent. Il revit le dais mortuaire devant lequel avaient défilé les familles éplorées. Ses yeux tombèrent sur Dennis Crivet. Ils échangèrent un regard triste, sachant qu'ils avaient la même image en tête. Hermione, à sa gauche, le tira de sa sombre rêverie. Eh bien voilà qui promet. Hein? Quoi? Augustin Dolohov vient d'être envoyé chez nous. En effet, un élève intimidé s'avançait vers leur table, sous des applaudissements sans vigueur. Dolohov? Répéta Harry choqué. Ce nom était honni chez les Weasley. Non seulement Antonin Dolohov avait assassiné les frères de Molly durant la Première Guerre, mais c'est lui qui avait porté un sort fatal à Rémus pendant la bataille de Poudlard. Son neveu, indiqua sombrement Ginny à sa droite. Le temps du pardon est venu, leur rappela Hermione. Harry préféra ne pas répondre. Son attention se reporta sur la répartition et il remarqua que les élèves semblaient discuter plus longuement que d'habitude avec le Choixpeau. Il fallait croire que l'envoi dans les maisons se faisait sur des critères plus complexes que les années précédentes. Une fois tous les enfants accueillis, Mr. Brocklehurst se leva et annonça « Avant de vous laisser manger, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Aristote Brocklehurst et j'ai organisé des cours l'année dernière pour les jeunes sorciers qui se sont vus refuser l'accès à Poudlard. On m'a fait l'honneur de me demander de succéder à l'illustre professeur Dumbledore. Je n'ai pas la prétention de l'égaler, mais j'espère être à la hauteur de ses valeurs humanistes. » Harry songea avec une ironie un peu amère que le directorat de Rogue était pudiquement passé sous silence.
C'est le moment de vous présenter vos nouveaux professeurs, continuait Brocklehurst. Margaret Bell vous enseignera l'étude des moldus. C'est une sorcière spontanée qui connaît son sujet à fond. J'espère qu'elle vous fera oublier les inepties qui vous ont été apprises l'année dernière. Une femme dans la trentaine s'était levée. Elle était vêtue de façon moldue, chemisier et jean, mais la baguette à sa ceinture et son chapeau pointu attestaient de son appartenance à la communauté magique. Votre professeur de défense contre les forces du mal, Joseph Williamson, a été aurore pendant plus de 20 ans. Ses blessures à la bataille de Poudlard l'ont obligé à renoncer à son métier, mais il saura vous en apprendre les meilleures techniques. L'ancienne Aurore avait la quarantaine bien sonnée. Il lui manquait un bras et il promenait un regard acéré sur ses futurs élèves. Il s'attarda tout particulièrement sur Harry qui le dévisagea à son tour. Le jeune homme apprécia ce qu'il lut sur le visage du professeur, de la curiosité, mais aussi une neutralité qui présageait d'une évaluation sans a priori. L'homme se détourna et se rassit, alors que le directeur, d'un ample mouvement de baguette, faisait apparaître des plats fumants sur toutes les tables. Les élèves se mirent à se servir dans un joyeux brouhaha. Hermione, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu expliquais tout à l'heure sur les maisons, relança Ginny. Je voulais dire que ce n'est pas parce que je suis à Gryffondor que je ne peux pas aimer les études. Logiquement, j'aurais dû être envoyée à Serre d'Aigle, mais Gryffondor a révélé d'autres aspects de ma personnalité sans pour autant m'empêcher d'étudier. C'est vrai que les têtes brûlées de Gryffondor m'ont amené à prendre des risques que l'on qualifie de courage maintenant, songea pensivement Neville. J'ai l'impression que si tu nous as suivis au début, c'est surtout par loyauté, fit remarquer Hermione, ce qui indique que tu aurais été à ta place à Poufsouffle. Peut-être y aurais-tu été plus heureux. Les premières années sans doute, admit Neville. Mais maintenant, une maison qui ne correspond pas à notre caractère principal peut être une bonne chose, conclut Hermione. Cela nous permet de développer d'autres qualités. Tu crois que j'aurais dû accepter d'aller à Serpentard ? Demanda Harry non convaincu. Pourquoi pas ? Répliqua vivement Hermione. Aurais-tu pris le parti de Voldemort pour autant ? Cela t'aurait peut-être amené à réfléchir un peu plus et à ne pas te jeter la tête la première dans tous les ennuis possibles et imaginables. Harry savait que ce n'était pas ce qu'Hermione avait en tête, mais il ne put s'empêcher de se demander si Sirius serait toujours en vie s'il avait été à Serpentard et qu'il se serait davantage méfié. Il devait aussi admettre que le côté serre d'aigle d'Hermione lui avait été utile. Sa quête des Horcruxes n'était-elle pas une marque de loyauté envers Dumbledore plutôt qu'un acte de courage ? Il secoua la tête. S'interroger sur ce qui aurait pu se passer ne servait à rien. Il laissait à Rita Skeeter le soin de faire la liste de ses erreurs. « Comment est Brocklehurst ?» demanda Harry à Neville en prenant une part de tourte au rognon. « Je crois qu'il n'aime pas trop le système des maisons, » répondit son camarade. « Durant nos 3 semaines de révision, nous avons été groupés par niveau et non en fonction de notre appartenance. Par exemple, on m'a demandé d'aider Malfoy à revoir sa botanique, et Note en a fait autant pour mes enchantements. » Harry se tourna vers la table des Serpentards. Son meilleur ennemi concentrait toute son attention sur son assiette. Harry était soulagé d'apprendre qu'il partirait le lendemain, incertain des sentiments qu'il éprouvait à son égard. Comment était Malfoy ? S'enquit-il cependant avec curiosité. Moins arrogant que d'habitude, mais peu enclin à fraterniser, le renseigna Neville. Note est venu me demander combien j'avais eu à mon aspic d'enchantement, mais je n'ai pas osé rendre la politesse à Malfoy. Malfoy me fait penser à Régulus, confia tout bas Hermione. Des idées reçues sur la pureté du sang, mais pas assez sadique pour devenir mange-mort. Tu crois que le Choixpeau est influencé par le directeur en exercice ? Interrogea-t-elle rêveusement. J'ai l'impression que le système qui était en place découlait de l'attachement du professeur Dumbledore pour cette émulation entre élèves. Ça a du bon, remarqua Harry. Comment organiser une compétition de Quidditch sans maison ? Ça a aussi beaucoup de mauvais. Enfin,
Tout dépend de la manière dont c'est utilisé, admit Hermione en regardant pensivement le petit Dolohov qui faisait connaissance avec ses futurs camarades de classe. Au fait, où est Firenze demanda Harry. La professeure Trelawney m'a dit qu'il était retourné d'où il venait, lui apprit Lavande. Son clan a accepté qu'il revienne, se réjouit Harry. Ce serait logique, après leur décision de se battre avec nous, commenta Hermione. Je me renseignerai, si tu veux. À la fin du repas, les préfets de 5e année entraînèrent les plus jeunes vers leur salle commune. Harry demeura un moment dans la grande salle pour saluer ceux qu'il connaissait le mieux chez les cerfs d'aigle et les poufsouffles. Il se rendit compte que peu de ses camarades de promotion resteraient. Pour la plupart, ils avaient été scolarisés l'année précédente à Poudlard ou dans l'école de Brocklehurst et venaient de passer leur examen final. D'autres encore avaient renoncé, comme Ron. Ainsi, il n'était que 6 à être revenus pour effectuer une année complète. C'est avec un peu de vague à l'âme que Harry félicita Ernie Macmillan, Justin Finch-Fletchley, Susan Bones et Anna Abbott pour leurs aspics. Harry monta vers la tour de Gryffondor en compagnie d'Hermione et de Ginny. Ils trouvèrent leurs camarades en train de fêter leur réussite. On leur fit de la place et on leur mit une bouteille dans la main. « Dites donc, où avez-vous trouvé ces boissons ?» s'enquit Hermione. « Je suis allée voir Abbé cet après-midi, pendant qu'on attendait les résultats, » leur confia Neville avec un grand clin d'œil. Harry et Hermione se regardèrent avant de se jeter sur leur ami d'un même mouvement pour le traîner loin des oreilles indiscrètes. « Hé, c'est juste un peu de bière au beurre » protesta Neville. « Tu es passé par la salle sur demande » s'enquit avidement Harry. « Oui, cela pose un problème. On voulait simplement savoir, » justifia Hermione. « Qu'est-ce que vous faites » les interpella Simus, une bouteille dans chaque main. « On arrive » lança Harry. Peu à peu, alors que la soirée s'écoulait, les plus jeunes montèrent se coucher. À la fin, il ne restait plus que les camarades de classe de Harry, qui répugnaient à se séparer pour de bon. Assis en rond, ils se remémorèrent les événements les plus marquants de leur scolarité commune. Harry fut surpris d'avoir partagé tant de bons moments avec eux, malgré les diverses aventures qu'il avait souvent isolées des autres. À minuit, la professeure McGonagall fit une brève apparition et les envoya se coucher. Alors que Harry s'engageait dans la dernière volée de marche menant à son dortoir, Neville l'arrêta. Harry et Dean, vous êtes là, je crois, dit-il en désignant la porte devant laquelle il venait de passer. Il montrait une pancarte où était indiqué « Élève de 7e année ». « On se revoit demain avant votre départ alors », dit Harry en faisant la grimace. « Ils sont très sympas », tenta de les réconforter Simus. « On verra », grommela Dean. Ils se séparèrent. Harry et son ami recherchèrent où ils devaient s'installer à la lueur de leurs baguettes. Leurs affaires n'étaient pas à l'emplacement auquel ils avaient été habitués, ce qui acheva de les déstabiliser. Mais ils ne pouvaient rien y faire, à part déloger ceux qui occupaient leur lit. Harry arriva à se persuader que ce n'était pas une bonne idée, et ils se déshabillèrent en silence. Une fois Dean endormi, Harry passa sa cape d'invisibilité sur son pyjama et prit la baguette de l'aîné dissimulée dans sa malle. Il redescendit dans la salle commune et y rejoignit Hermione en robe de chambre. Il repoussa son capuchon. « Je suis là », indiqua-t-il. « Tu es sûr de toi, Harry ?»« On n'a pas trouvé de meilleure solution, » justifia-t-il. Ils se glissèrent dans les couloirs et atteignirent le 7e étage. « Tu veux bien me laisser faire ?» demanda Hermione. Harry acquiesça et elle se tourna vers le mur vierge qui faisait face à la tapisserie des trolls dansants. « Nous avons besoin d'un endroit où seuls les cœurs purs peuvent pénétrer, » commença-t-elle. « Un lieu où les objets puissants sont préservés de tout usage personnel ou maléfique. » Au bout de quelques secondes, une ouverture apparut. Ils poussèrent la porte et examinèrent la configuration de la salle avec curiosité. Ils entrèrent dans ce qui ressemblait à une cathédrale, éclairée par la lueur de la lune traversant les vitraux. Sur des lutrins éparpillés dans l'édifice étaient disposés divers objets, armures, miroirs, vases, fioles, vêtements,
Ils en firent le tour dans un silence impressionné. Cale de phoque, déchiffra Hermione sur le tranchant d'une lame. Tu te rends compte, Harry? C'est l'épée du roi Arthur. Ils continuèrent un moment à regarder les trésors qui les entouraient. Harry entendait Hermione murmurer avec révérence. La flûte de Pan, une pomme d'or du jardin des Hespérides, le marteau de Thor. Elle se pencha vers un petit miroir rond. Elle souffla sur la glace, surprise de ne pas y voir son reflet. 2 yeux flamboyants apparurent et une voix grave s'éleva. Vous êtes belle, madame. Mais il existe dans le royaume une jeune fille plus belle que vous. Hermione fit un bond en arrière. Même ce conte a une base réelle, s'étonna-t-elle manifestement indignée. Harry finit par trouver un présentoir vide. Il y déposa la baguette. C'est bon. C'est quoi ça, des charentaises de soirée? Demanda-t-il perplexe quelques pas plus loin, son regard étant tombé sur une petite paire de chaussures recouvertes de fourrure grise. Mais non, des pantoufles de verre, le reprit-elle d'un ton agacé comme consterné par tant d'inculture. Et je pense que ce sont les bottes de 7 lieues qui sont là, ajouta-t-elle en lui montrant des cuissardes avachies dont le cuir était tout éraflé sur le lutrin voisin. Heureusement que nous avons le cœur pur, la taquina Harry. Sinon, Merlin sait ce que nous pourrions faire avec tous ces objets magiques. Tu n'es pas un peu tentée, sourit Hermione? Non, mon seul objectif maintenant est de mourir à un âge avancé, entouré par mes 12 enfants, lui assura Harry. Merlin bénisse les prédictions du professeur Trelawney, conclut Hermione en riant franchement. Le lendemain matin, ceux qui en avaient terminé avec les études firent leurs adieux et montèrent dans les diligences alors que Harry prenait son premier cours avec ses nouveaux camarades de classe. C'était une leçon de métamorphose et il y retrouva avec plaisir une certaine routine. La professeure McGonagall le retint quand les autres élèves sortirent. « Eh bien, monsieur Potter, avez-vous déjà prévu quand auraient lieu les éliminatoires pour former votre équipe de Quidditch ?»« Je suis toujours capitaine ?» s'étonna Harry. « Bien entendu, une fois nommé, vous restez en poste jusqu'à votre départ de Poudlard, sauf si vous démissionnez. Ce n'est pas votre intention, j'espère. Mais l'année dernière, nous n'avons pas organisé de tournoi. Je pense que certains professeurs avaient trop peur que l'équipe de Serpentard ne soit pas à la hauteur. » Ils échangèrent un sourire complice. « Je vais étudier les emplois du temps et fixer une date au plus vite, » promit Harry. À la fin du cours de potions, le professeur Slughorn voulut également lui parler. « Cher monsieur Potter, j'organise une petite soirée samedi prochain. J'espère que vous serez des nôtres. » Je ne suis pas sûre. J'ai déjà pas mal d'obligations avec le Quidditch et c'est l'année des aspics, alors votre charmante amie Ginny Weasley a accepté de venir. Eh bien, j'en suis heureux pour elle, mais je ne pense pas parvenir à me libérer. Harry allait partir quand il se souvint d'une chose. « Professeur, j'aurais aimé savoir. La professeure McGonagall m'a dit que vous vous étiez occupé de l'inhumation du professeur Rogue. Où a-t-il été enterré ? » J'ai eu écho de ce que vous avez déclaré à son propos à la radio, répondit lentement le professeur de potions. D'où tenez-vous ces informations ? Le professeur Dumbledore s'est arrangé pour me laisser un message en ce sens. Vous avez pu être abusé, manipulé. Non, affirma Harry. Je suis certain de ce que j'ai avancé. Slughorn le regarda pensivement avant de lâcher. Je l'ai fait enterrer avec ses parents. J'espère qu'il y reposera en paix. Moi aussi, assura Harry, doutant que cette âme torturée puisse trouver l'apaisement, même dans la mort. Tous les élèves purent constater le changement de politique directoriale vis-à-vis des maisons. En effet, les professeurs les mélangeaient sans distinction pour former des groupes de travail ou pour désigner des tuteurs pour ceux qui en avaient besoin. Une salle d'études fut ouverte pour permettre aux membres de maisons différentes de se rencontrer et de travailler ensemble. D'autres occupations calmes, comme les parties d'échecs, y furent tolérées. Harry, Ginny et Dean
prirent l'habitude d'y rédiger leurs devoirs en compagnie de Luna. Pour la première fois depuis longtemps, les cours de défense contre les forces du mal se déroulèrent de façon satisfaisante pour Harry. Son professeur lui avait demandé de rester à la fin de la première séance pour évaluer son niveau. Ensuite, il le laissa travailler avec ses camarades sur les techniques qu'il ne maîtrisait pas encore, tout en prévoyant des exercices particuliers quand les apprentissages auraient été trop faciles pour lui. Il ne manifestait à l'égard du jeune héros ni obséquiosité ni sévérité marquée. Il s'efforçait simplement de le faire travailler aussi dur que les autres, ce qui convenait parfaitement à Harry. Les cours de métamorphose furent sans surprise, des devoirs écrits exigeants et des manipulations de plus en plus complexes. En potion, le professeur Slughorn se montra un peu déçu de constater que Harry avait perdu son intuition foudroyante et ses étonnantes capacités d'innovation. Le jeune homme remarqua néanmoins avec plaisir que sa pratique assistée par les conseils du prince de Sang-Mêlé en 6e année lui avait donné de bonnes bases et que ses notes, pour ne plus être maximales, n'en étaient pas moins convenables. Elles étaient cependant un peu justes pour lui assurer un E aux aspics, et Harry se résigna à l'idée qu'il lui faudrait beaucoup travailler cette matière pour ne prendre aucun risque. Il craignait que l'absence d'Hermione soit un handicap en enchantement, car elle l'avait souvent aidé à maîtriser ses gestes et les nuances des formules magiques. Mais il se rendit compte que la pratique quotidienne des sorts l'année précédente, pour se nourrir, faire le ménage de la tente, nettoyer les vêtements, poser des protections, lui avait donné une aisance qui lui permettait de suivre sans problème. Il avait cependant plus de mal en botanique, n'étant pas un passionné de la nature. Sachant cependant que cet aspic était également indispensable pour ses ambitions d'aurore, il fit de son mieux pour être attentif en cours. Entre les leçons, les devoirs et le Quidditch, Harry passait beaucoup de temps avec Ginny, mais les moments où ils pouvaient se consacrer totalement l'un à l'autre étaient plus rares qu'il ne l'aurait voulu. En dehors des cours, la vie sociale de Harry était parfois pénible. Outre les chuchotements habituels, certains élèves allaient jusqu'à aborder leur héros pour le féliciter en rougissant ou lui demander un autographe, ce qui était très embarrassant. Il essaya de se fondre dans sa nouvelle classe, mais il comprit rapidement qu'il ne ferait jamais partie des leurs. Il est toujours difficile de s'intégrer dans un groupe qui se fréquente depuis des années, et être le survivant ne lui facilitait pas la tâche. Par contre, Harry apprit à mieux connaître Dean, qui, comme lui, se trouvait un peu esseulé. Leur expérience commune de la vie de fugitif les rapprochait, et il leur arrivait d'échanger des regards complices au détour d'une conversation qui faisait ressurgir certains souvenirs. Harry adorait aussi discuter avec Luna. Libéré du jugement implacablement rationaliste d'Hermione, il arrivait à adopter les délires de son ami et à leur accorder le bénéfice du doute, son manque de culture lui laissant une grande marge de tolérance. La reprise de la saison de Quidditch donna également à Harry l'occasion de fréquenter d'autres élèves, auprès desquels il passa rapidement du statut de survivant à celui de capitaine exigeant et impitoyable. Les épreuves de sélection avaient attiré dans les tribunes une foule qui, selon Harry, n'avait que peu de rapport avec l'engouement pour le noble sport. Au moins, songea-t-il avec dérision, ceux qui seront choisis sauront supporter la pression du public. Il avait décidé de remettre tous les postes en jeu, car il pensait que même les plus jeunes devaient avoir leur chance chaque année. De plus, attendre que les places se libèrent au compte-gouttes n'était pas le moyen le plus efficace de s'assurer le concours des meilleurs joueurs. Or, comme Olivier Dubois en son temps, il tenait beaucoup à remporter la coupe pour sa dernière année à Poudlard. Par souci d'équité, il avait même pensé à remettre en jeu sa fonction d'attrapeur. Mais Ginny, avec son bon sens brutal, l'en avait dissuadé. « À quoi bon? Tu es le meilleur et tu le sais très bien. Si tu te mesures aux autres, on dira que tu as voulu te donner en spectacle. Il vaut mieux passer pour despotique que vaniteux. » Ginny et Demelza Robbins avaient sans peine récupéré leur poste. Comme troisième poursuiveur, il avait choisi Alison Soffredo, une élève de seconde année pleine de promesses. Jimmy Pix avait cédé sa place de batteur au profit d'un troisième année, mais Richie Coote l'avait conservé. Ewan Abercrombie, qui bloqua le plus de soif,
devint le gardien de but de Gryffondor. Cette année-là, Harry recevait plus de courriers en une semaine que les 6 précédentes années réunies. Outre les lettres de sorciers reconnaissants, Hermione lui écrivait régulièrement pour l'informer de l'avancée de sa carrière et le tenir au courant de ce que devenaient leurs amis communs. Hermione était rentrée selon ses vœux au département de régulation et de contrôle des créatures magiques. Elle avait été chargée de rédiger un rapport sur la condition des elfes et de proposer des solutions concrètes en vue d'améliorer leur sort. Elle avait l'intention d'en faire autant avec toutes les autres créatures pensantes défavorisées, comme les gobelins, les centaures et les loups-garous. Selon elle, Ron faisait un travail formidable auprès de George comme soutien psychologique, mais aussi en tant que commerçant. Harry pouvait d'ailleurs confirmer le succès des sorciers facétieux. Il voyait régulièrement fleurir aux 4 coins du château des produits vendus par les frères Weasley, aux grandes dames de Rusard et à la grande joie de Ginny qu'il soupçonnait d'être le principal agent des importations illégales. Hermione lui apprit également que Neville travaillait désormais chez un herboriste du chemin de traverse et que Susan Bones était entrée au département de la justice magique. En outre, Harry avait pris pour habitude d'écrire chaque semaine à Teddy pour lui décrire les merveilles de Poudlard et lui raconter les menues anecdotes de sa vie d'étudiant. En retour, Andromeda lui rapportait les progrès de son filleul et lui assurait que l'enfant adorait qu'elle lui lise les lettres qu'il envoyait. Harry nourrissait le secret espoir qu'entendre parler de lui permettrait au bambin de ne pas l'oublier d'ici les vacances de Noël. Au cours de sa première semaine, Harry était allé rendre visite à Créature, à la cuisine. Il l'avait trouvé en bonne forme, son médaillon toujours autour du cou, et arborant avec orgueil une trace de brûlure sur le bras, séquelle de la bataille. Harry lui assura que son maître Régulus aurait été très fier de lui, ce qui permit à la créature de toiser ses congénères d'un air supérieur. Le jeune homme annonça à Winky le décès de Dobby et elle éclata en sanglots. Harry espéra que cela ne l'inciterait pas à boire davantage. Début octobre, les procès avaient commencé. Celui du ministre fantoche de Voldemort ouvrit la session. Pius Thicknesse, l'esprit endommagé par des mois de soumission à l'Imperium, fut déclaré irresponsable et envoyé à Sainte-Mangouste, dans le service des blessures magiques. Ombrage, après un défilé de témoignages accablants sur les crimes qu'elle avait commis sur des sorciers nés de Moldus, fut condamnée à perpétuité à la détention à Azkaban. D'autres hauts fonctionnaires dont l'implication n'était pas contestable furent également punis avec sévérité. Certaines auditions cependant attisèrent les passions, la culpabilité des accusés étant plus difficile à établir. Les partisans de leur innocence et ceux de leur infamie s'opposaient, repris en cela par les journaux qui se firent l'écho de tribunes enflammées. Lucius Malfoy se défendit lui-même avec éloquence, soutenant qu'il avait été obligé d'héberger le Seigneur des Ténèbres après que celui-ci eut pris en otage sa femme et son fils. Sa disgrâce auprès de son ancien maître le servit, et il manqua une voix pour l'envoyer à Azkaban. Il put donc regagner son manoir, ainsi que son épouse. Si Harry songeait que les parents de Drago n'avaient pas cher payé les crimes dont il s'était rendu complice, il prenait en compte que Narcissa l'avait aidé le jour de la bataille. Drago ne fut même pas cité, car seul Harry aurait pu dénoncer ses tentatives de meurtre envers Dumbledore et l'épisode du feu démon dans la salle sur demande. Il ne l'avait pas fait car son ancien mentor avait toujours désiré redonner sa chance au jeune Serpentard. Harry avait donc décidé de garder pour lui ses souvenirs et de les oublier une fois pour toutes. Tous les mange-morts dont l'implication active dans la bataille de Poudlard avait été établie par le récit des défenseurs du château furent condamnés à la perpétuité. Albert Runcorn, le fonctionnaire zélé dont Harry avait pris l'identité lorsqu'il s'était introduit au ministère pour récupérer le médaillon de Régulus, en faisait partie. Ce fut avec une intense satisfaction que le survivant lut les sentences prononcées à l'encontre d'Antonin Dolohov et de la fratrie Caro. Un certain nombre de résidents de Poudlard, et pas seulement des Serpentards,
virent leur nom acquérir une sinistre notoriété au fur et à mesure que les audiences étaient relatées par la presse. La tension monta encore d'un cran quand les élèves majeurs qui avaient lancé des doloris sur leurs camarades sous l'impulsion des deux mange-morts en place à Poudlard passèrent en jugement. Les juges mages estimèrent qu'ils avaient été contraints à se conduire ainsi par l'autorité des carreaux et la brutalité dont ceux-ci avaient fait preuve contre leurs opposants. Ils furent donc relaxés après avoir passé plusieurs mois en prison. Cela indigna beaucoup ceux qui avaient souffert de leur zèle et qui n'avaient pourtant pas cédé. Conscients du mécontentement des élèves, les professeurs se mirent à patrouiller dans les couloirs pour empêcher tout débordement. Dès les premiers procès, le directeur de Poudlard avait déclaré sans ambages dans la grande salle: « C'est toujours un drame pour une communauté de voir ses membres se déchirer et se persécuter entre eux. Nous sommes ici pour apprendre non seulement la magie, mais aussi l'art de vivre ensemble en harmonie. La guerre et les luttes fratricides n'ont pas à pénétrer dans cette école. Pour cette raison, toute prise à partie d'élève au sujet d'un de ses parents sera sévèrement punie. Chacun a le droit d'être réévalué pour ce qu'il est lui-même et non en fonction de sa parentèle ou d'une soi-disant pureté du sang. » Deux Gryffondors, surpris par la professeure Chourave en train d'injurier un Serpentard dont le père venait d'être condamné, furent directement envoyés dans le bureau du directeur et se virent infliger une retenue d'1 semaine en compagnie de Rusard. Cela donna à réfléchir. Quand Harry lui rapporta cet incident, Hermione répondit: « Le professeur Brocklehurst a raison. C'est à la justice de décider des punitions qui nous permettront de tourner la page. La vengeance privée ne peut qu'attiser la haine. Elle fait naître un sentiment d'injustice chez ceux que l'on tourmente pour le crime des autres et exacerbe l'intolérance. C'est poser les jalons de la prochaine guerre que de fermer les yeux sur de tels comportements. » Quelques jours plus tard, Harry se sentit en parfait accord avec Hermione. Il était dans la salle commune de Gryffondor en train de faire ses devoirs avec Ginny quand des rires lui parvinrent du coin où s'étaient installées des premières et secondes années. Il leva les yeux pour voir l'origine du bruit, songeant que si Hermione avait été là, elle se serait précipitée vers les troubles-fêtes pour leur rappeler qu'ils avaient sans doute des leçons à réviser. Avec un sourire, il retournait à sa copie, quand un détail le frappa. Au milieu de la joyeuse troupe se tenait le petit Dolohov. Ce dernier rasait les murs depuis que son oncle était passé en jugement, et Harry avait pitié de lui quand il le croisait. Il ne lui avait cependant jamais adressé la parole depuis le début de l'année, n'en ayant pas trouvé l'occasion. Harry l'observa avec davantage d'attention et comprit ce qui l'avait alerté. Dolohov était bien au milieu d'un groupe qui s'amusait, mais il ne participait pas aux réjouissances, arborant un sourire figé, le regard fixé au sol. Les autres s'adressaient à lui, mais il ne semblait pas vouloir répondre. Jugeant qu'il y avait quelque chose qui clochait, Harry se leva pour en avoir le cœur net. Quand il se trouva à 2 mètres d'eux, il eut confirmation de son intuition. Le ton de ceux qui s'amusaient était moqueur, méprisant. Il s'avança encore. Un élève l'aperçut et poussa son voisin du coude. Tous tournèrent leur attention vers lui. Ils s'étaient tus, mais leur sourire montrait qu'ils s'attendaient à être soutenus dans leur initiative. Alerté par le silence de ses tourmenteurs, Dolohov leva les yeux à son tour. Ce que Harry lut dans le regard de l'enfant le bouleversa. C'était à ça que je ressemblais quand Dudley et ses copains me persécutaient, réalisa-t-il. Une vague de rage et de rancœur le submergea et il inspira profondément pour ne pas céder à la tentation de jeter un maléfice cuisant sur les apprentis justiciers. Ses sentiments devaient être visibles car le jeune Dolohov se recroquevilla sur son siège. « Vous me dégoûtez !» gronda Harry. « 6 contre 1, ça c'est du courage. Fichez-moi le camp, la fête est finie. » Ils restèrent 1 seconde stupéfaits avant de comprendre que c'était bien à eux que Harry s'adressait. Puis ils se levèrent et se dépêchèrent d'obéir. Voyant qu'il avait attiré l'attention de tous les Gryffondors présents, Harry se tourna vers le public et indiqua clairement: « Si ça vous amuse d'humilier les autres, c'est que vous ne valez pas mieux que les mange-morts. Et ceux qui assistent à ce genre de scène sans bouger ne sont que des lâches. » Trop d'élèves à son gré semblaient surpris par sa réaction.
D'autres, heureusement, approuvaient son intervention ou se montraient gênés de leur passivité. Harry se tourna vers celui qu'il venait de secourir. Celui-ci le regardait avec un étonnement mêlé de méfiance. Harry fouilla dans sa mémoire pour se souvenir son prénom. « Augustin », dit-il doucement, « s'il recommence à t'ennuyer d'une façon ou d'une autre, signale-le à McGonagall. Elle est là pour ça. » « Ce n'est pas la peine, » murmura le jeune garçon. Il parlait, c'est tout. Harry le regarda, consterné. Il se sentait impuissant, hésitant sur la meilleure manière de lui venir en aide sans le faire paraître faible et accentuer son isolement. « Ça n'en restera pas là, » affirma-t-il avant de tourner les talons. Il repartit vers sa table. Ginny s'était levée et parlait avec Vicky Frobisher, la préfète de 7e année. Cette dernière sortit de la pièce pour aller raconter ce qui s'était passé à leur responsable de maison, espéra Harry. Et Ginny revient vers lui. « Tu devrais peut-être lui apprendre 1 ou 2 trucs pour se défendre, suggéra-t-elle en désignant de la tête de Louve qui était resté dans son coin. « Tu crois que ce que je sais faire est adapté à un gamin de 11 ans ?» opposa-t-il dubitatif. « Je pourrais lui montrer mon chauve-furie, proposa-t-elle. « Ce n'est pas trop méchant et c'est bien utile. En attendant qu'il le maîtrise, je peux toujours lui donner 2 ou 3 bricoles qui viennent du magasin de Georges, qu'en penses-tu ?»« Que c'est une bonne idée, mais il n'est sûrement pas le seul dans son cas. Je viens justement de rappeler à Vicky que c'est son boulot d'éviter ça. Elle m'a promis d'en parler au préfet en chef. » Un autre débat agitait la société. Comment garder Azkaban ? Une majorité, qui avait toujours connu les détraqueurs dans ce rôle, était d'avis de les y maintenir. Mais ceux qui avaient été emprisonnés durant ce que les sorciers commençaient à appeler l'année des ténèbres avaient une autre vision des choses. Outre leur prise de conscience du caractère inhumain des conditions de détention, ils s'étaient également rendus compte que les condamnés n'étaient pas toujours de dangereux criminels. Petits voleurs, trafiquants et coupables de divers délits mineurs se voyaient châtiés de façon disproportionnée au regard de leurs infractions, et des voix s'élevèrent pour demander de mettre en place des punitions plus appropriées. Le ministre étant très opposé à la réintroduction des détraqueurs à Azkaban, une commission fut chargée de se renseigner sur les prisons magiques étrangères et de proposer des solutions. Inutile de préciser que les courriers d'Hermione disaient tout le bien qu'elle pensait d'une telle initiative. Elle confia également à Harry qu'en marge des procès retentissants, une purge était en train de se mettre en place au ministère, en vue de retirer tout pouvoir et même d'éliminer des départements les fonctionnaires qui s'étaient rendus coupables de corruption au cours des années passées. C'est une entreprise de longue haleine, se désolait Hermione dans ses courriers, car des systèmes de pots de vin et charges fictives grassement rémunérées se sont développés dans tous les services, du fait de l'indulgence à ce sujet des ministres précédents. Des lois ont été votées au bénéfice des plus puissants et des fonctionnaires méritants se sont vus écartés au profit de personnes incompétentes mais ayant des relations. La nomination de Kingsley Shacklebolt, concluait-elle, est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Bien entendu, de telles mesures ne se prenaient pas sans heurts. Ceux qui avaient tout à perdre d'un coup de balai firent leur possible pour discréditer le ministre temporaire, espérant l'affaiblir avant qu'ait lieu le vote qui devait décider s'il était ou non reconduit de façon plus définitive dans ses fonctions. Calomnie, remise en cause de son intégrité, accusation de vouloir favoriser ses amis en lieu et place d'employés ayant fait leurs preuves, furent données en pâture aux sorciers par l'intermédiaire de différents journaux. Rita Skeeter était tout à son affaire, se faisant un plaisir de relayer les pires médisances. Il était vrai que les plus hautes investitures s'étaient faites au bénéfice d'alliés de longue date de Kingsley Shacklebolt, qui les avaient choisis pour leur moralité. Sturgis Podmore avait été nommé à la tête du département de la justice. Hestia Jones était la supérieure d'Hermione aux créatures magiques. Percy dirigeait l'Organisation internationale du commerce et son père chapeautait le département des accidents et catastrophes. Les tensions politiques étaient à leur comble quand arrivèrent les vacances de Noël. Chat avec J.K. Rowling, 30 juillet 2007. Serpentard s'est dilué, ce n'est plus un bastion de sang pur. Rémus a été tué par Dolohov et Tonks par Béatrix. Les Malfoy se sont débrouillés pour se tirer d'affaire, une fois de plus, en utilisant le fait qu'ils avaient aidé Harry, bien que de façon égoïste, à la fin de la bataille.
L'animosité entre Harry et Drago n'a pas vraiment disparu après la mort de Voldemort. Il y aurait une sorte de rapprochement parce que Harry sait que Drago détestait être un mange-mort et n'aurait pas tué Dumbledore. De même, Drago ressent malgré lui de la reconnaissance envers Harry qui lui a sauvé la vie. Mais une vraie amitié serait impossible. Il s'était passé trop de choses avant la bataille finale. Winky est toujours à Poudlard. Elle fait partie des elfes de maison qui ont attaqué les mange-morts dans la bataille finale. Winky s'est un peu calmée sur la bière au beurre. Le maléfice sur le poste de défense contre les forces du mal à Poudlard a enfin été levé. La corruption a disparu du ministère de la magie et avec Kingsley à sa tête, la discrimination qui avait toujours été latente a été éradiquée. Le nouveau Percy amélioré est devenu un haut responsable sous Kingsley. Firenze a pu rejoindre les autres centaures. Les autres centaures ont dû reconnaître que les tendances pro-humaines de Firenze n'étaient pas honteuses mais honorables. Après Poudlard, Hermione a commencé sa carrière au département de régulation et de contrôle des créatures magiques, où elle a eu un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des elfes de maison et de leurs semblables. Ombrage a été arrêté, interrogé et mis en prison pour crime sur des sorciers nés moldus.